Bonjour à toutes et à tous. On va vous parler des métiers d'artisanat d'art, essayer de voir avec vous, de vous expliquer ce que sont ces métiers. Et je suis donc Christophe Delaveine, référent métiers d'art pour la région Grand Est, et je vous présente à côté de moi une personne tout à fait exceptionnelle qui va se présenter. Bonjour à toutes et tous, je suis Lucie Garot, je suis brodeuse et aujourd'hui Christophe va me présenter les métiers d'art et la broderie qui est ma spécialité. Quand on a dit les métiers d'art, on a un peu tout dit, rien dit. C'est compliqué, donc on va essayer de voir un peu ce que sont les métiers d'art. Et moi, je vous propose, pour essayer de comprendre ce qu'ils sont, de vous dire ce qu'ils ne sont pas. Ce qu'ils ne sont pas, les métiers d'art, par exemple, c'est des personnes qui vous disent qu'ils font de la bijouterie fantaisie en achetant leurs perles sur le marché Saint-Pierre et leurs apprêts sur Internet pour enfiler des perles, ce qui est d'ailleurs un métier d'art, mais ça c'est autre chose. Ce qu'ils ne sont pas, c'est une personne que j'ai rencontrée récemment qui m'a dit faire de la pierre moulée. Alors ça, c'était une bonne nouvelle, parce qu'a priori, si on pouvait mouler la pierre, ça ferait beaucoup de bien aux tailleurs de pierre. Tout ça pour dire qu'en fait, les métiers d'art, il y a une façon de les aborder qui est de dire que ce sont des métiers sur lesquels on transforme des matières avec de la technique et de la sensibilité. C'est-à-dire que vous connaissez le métier d'ébéniste, vous pouvez comprendre ce qu'est le métier de tailleur de pierre. Dans le Grand Est, en Lorraine, on sait particulièrement ce que peut être le souffleur de verre, mais il y a d'autres métiers que vous connaissez moins, le plumassier, l'ornemaniste métal. En tout, les métiers d'art, c'est 281 métiers différents, des métiers qui ont une particularité, c'est que ce sont des métiers qui s'apprennent en commençant en règle générale par un CAP, puis qui ensuite vont s'apprendre un peu en autodidacte, en faisant soi-même ses propres expériences. Lucille vous dira tout à l'heure quel est le parcours qui a été le sien avant d'arriver à être brodeuse. C'est important de savoir que ces métiers, ce sont des métiers qui ont une place importante dans une région comme notre région, la région Grand Est. On a la chance d'avoir des structures de formation pour un ensemble de métiers, que ce soit les métiers de l'ameublement, les métiers de la pierre, les métiers de la mode. Lucille a suivi une formation en broderie dans un établissement qui est en Lorraine. On a les métiers de la vannerie. Tous ces métiers peuvent faire l'objet en Grand Est d'un parcours de formation. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est que ces métiers-là sont des métiers qu'on peut aborder dans la formation initiale, dans un parcours de formation initiale, mais aussi dans un parcours de reconversion, puisqu'on a la chance d'avoir dans notre région un dispositif qui permet à des adultes en reconversion ou des étudiants à l'issue d'une formation initiale, une formation universitaire, d'aborder les métiers d'art. Qu'est-ce qu'il faut pour aborder les métiers d'art? L'exemple de Lucille tout à l'heure vous montrera un parcours. Je crois qu'il faut de la volonté, beaucoup. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Les métiers d'art, c'est un domaine très vaste. Et il me semble que c'est pas normal d'hésiter entre la taille de pierre et l'ébénisterie. Je crois qu'il faut aller à la recherche de la matière qu'on a envie de transformer, de la matière avec laquelle on a envie de discuter. Et puis, il faut avoir envie de raconter des histoires. Parce que ces métiers-là, très souvent, on les enferme dans des métiers de technique. Alors, c'est vrai qu'il faut être un excellent technicien, mais être un excellent technicien sans avoir d'histoire à raconter ne vous permettra pas ensuite de réaliser des objets. Donc c'est très très important de considérer que ce n'est pas simplement qu'un métier de la main, c'est un métier de la main en même temps qu'un métier de l'esprit. Et avoir une très bonne main ne suffit pas à exercer ces métiers. Et il faut comprendre que dessiner, aller au théâtre, écouter de la musique, assister même à un défilé de mode pour quelqu'un qui serait tailleur de pierre, c'est pas incohérent. Donc il faut vraiment avoir cette ouverture sur le monde, prendre le temps de choisir son métier, ça c'est extrêmement important, parce qu'après quand on va rentrer dans un métier, on va devoir consacrer du temps à son apprentissage technique, et il faut être sûr qu'on a choisi le métier qui vous intéresse. Donc ça, c'est des points sur lesquels on peut vous accompagner. Pour tous ceux qui aujourd'hui seraient, par exemple, en sortie de troisième, de collège, seraient intéressés par ces métiers, prenez le temps d'aller à la rencontre de ces métiers. Vous aurez très bientôt les Journées européennes des métiers d'art qui auront lieu les 10 et 11 avril, où vous pourrez rencontrer des artisans dans leurs ateliers, sur les expositions. Prenez le temps d'aller à la rencontre de ces personnes, d'essayer de comprendre ce qu'est leur métier, comment ils l'exercent, et justement
à ce propos, je vais laisser maintenant la parole à Lucille pour qu'elle vous parle de la façon un peu étonnante, mais finalement assez courante dans ces métiers, où elle est passée de la pâtisserie à la broderie. Donc oui, comme vous venez de le dire, j'ai commencé par un bac pro de pâtisserie, chocolaterie, en ayant un attrait pour la création déjà à la base, et je voulais faire avec mes mains, ça c'était une obligation, une évidence. Et en découvrant ce métier, j'ai adoré faire, et j'ai été déçue par la contrainte de ce métier-là, et du coup j'étais pas suffisamment dans la création pour moi. Et j'ai voulu faire les Beaux-Arts ensuite, donc j'ai obtenu mon bac, et je me suis inscrite aux Beaux-Arts de Nancy. J'ai été dans la section design, où j'ai obtenu une licence en 3 ans. Ce diplôme-là, j'ai axé dans la forme et dans les matières. J'ai été intéressée par les matières et les matériaux, les techniques de la haute couture, où j'ai recherché une liaison entre le design et cette haute couture-là. J'ai obtenu mon diplôme et je me suis aperçue que je n'avais pas assez de technique et pas assez fait avec mes mains et pas compris vraiment la spécificité des métiers qui m'intéressaient. Et j'ai travaillé pendant 2 ans pour ensuite intégrer le lycée Paul Lapie à Lunéville, donc par le biais d'une formation adulte. Et je suis rentrée donc en apprentissage pendant 1 an. En apprentissage, c'est un CAP où on est en stage régulièrement chez des artisans professionnels, dans des ateliers professionnels. Ce qui m'a permis de voir tout de suite les réalités du métier, de voir tout de suite les complexités, la rigueur qu'il fallait, etc. Ce que j'avais plutôt reçu en pâtisserie. Du coup, ça a fait sens et la liaison s'est assez vite bien faite. Et à la sortie de ce CAP-là, j'ai intégré la formation concepteur-créateur qui se passe au CERFAV de Vannes-le-Châtel, qui permet à des artisans qui ont déjà acquis un niveau de technique à interpréter ses idées et pouvoir mettre au monde un projet d'entreprise et le solidifier. Donc cette année-là, j'ai créé ma marque qui est en cours de création, et j'ai dessiné du coup tous les modèles et tout le business plan de cette entreprise-là. Voilà, pour présenter les créations justement. Voilà, ce qui est intéressant, Lucille vous a parlé du métier de brodeuse. Alors, pour tout de suite casser un mythe, les brodeuses ne font pas que des robes, elles font aussi de délicieuses petites sardines comme celle qui est ici. Voilà, ça montre, et ça c'est très important dans le secteur des métiers d'art, qu'on apprend que la technique n'est pas liée à un produit. Voilà. La technique permet de s'ouvrir sur davantage de produits. Et Lucille a travaillé sur des sacs qui sont une réinterprétation de sacs anciens, je la laisse les présenter, mais il ne faudrait pas du tout penser que la broderie ne peut conduire qu'à la réalisation d'objets de mode. Voilà, donc c'était la volonté de cette année-là et de mon projet, c'est de réinterpréter, donc comme l'a dit Christophe, c'est ça qui était la spécialité de la région, parce qu'en Grand Est, on avait 50 000 brodeuses vers 1900, et j'ai découvert ça en stage justement lors de ma première formation, mon CAP. Et quand j'ai découvert ça, j'ai eu une envie folle et très très précise de reprendre ces savoir-faire et de reprendre ces sacs pour en faire quelque chose de contemporain. Et en passant par tous ces modèles de sacs qui sont réservés au milieu de la mode entre guillemets, j'ai abouti à ce poisson par la pièce artistique qui m'était demandée lors de ma formation, qui est une réutilisation de déchets. Ce que vous voyez là, c'est une broderie. Ce n'est pas les fournitures habituelles comme on peut les voir là. C'est des paillettes que j'ai découpées avec mes propres déchets. Les matériaux, les techniques ne sont pas fixés, et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'il faut d'abord la technique et ensuite les idées. Enfin, il faut les deux. Mais... Alors, il y a un des points qui est intéressant que vient de souligner Lucille, c'est que chaque métier repose sur des savoir-faire qui sont codifiés depuis le 18e et qui convient d'apprendre quand on apprend un métier comme ça. Mais sachez que les savoir-faire des métiers d'art sont en évolution constante, qu'aujourd'hui, dans les métiers d'art, et Lucille en a utilisé, on utilise des outils numériques pour la découpe, pour la mise en forme, pour le modelage, qu'on peut utiliser des outils numériques pour certains assemblages. Donc, le numérique est présent dans les métiers d'art, mais cette culture des métiers d'art, c'est de dire que le numérique ne vient pas remplacer le geste de la main, il s'additionne pour faire en sorte que la brodeuse aujourd'hui sait faire ce que savait faire la brodeuse du 18e, mais
elle est plus riche parce qu'elle sait faire encore plus de choses que ne pouvait en faire la brodeuse du 18e. Ça veut dire que ces métiers ne sont pas figés, ils évoluent très très régulièrement. C'est vrai pour la broderie, mais c'est aussi vrai pour les personnes qui font de la taille de pierre avec des outils qui existent aujourd'hui, qui permettent des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est vrai pour l'ébéniste qui fait du mobilier contemporain. C'est vrai pour le céramiste. C'est vrai pour l'ensemble des métiers. Donc ça, c'est très très important de prendre en compte le fait que ces métiers vous permettront de vous exprimer et que leur avenir, justement, il n'est pas dans le fait de refaire les choses du 18e, mais bien plus de réutiliser ces techniques-là pour faire des objets du 21e. Et les sacs que vient de montrer Lucille, ces sacs-là n'auraient pas été faits au 18e. C'est bien des sacs du 21e siècle. Et la richesse aussi des parcours antérieurs, comme la pâtisserie que j'ai pu suivre, etc., sera de toute façon une richesse. C'est pas une perte de temps dans un parcours où vous apprendrez une nouvelle technique et un nouveau métier. Ça servira toujours au niveau des idées, au niveau de la richesse de ce que vous pourrez apporter dans ce nouveau métier en apprentissage. Dans les questions qu'on nous pose assez souvent, et là particulièrement, c'est qu'est-ce qu'il faut se faire pour se préparer à travailler éventuellement un jour dans le secteur des métiers d'art. Lucille vous l'a dit, elle est passée par la pâtisserie, elle est passée par une école d'art. On a des gens qui font un bac général et qui ensuite intègrent des DMA, des DNMADE. Il y a autant de parcours que de personnes. Donc il n'y a pas le parcours idéal, il y a le parcours de chacun qui un jour finit par rencontrer la matière avec laquelle il a envie de discuter. Et là, c'est quelque chose qu'on peut promettre à toutes les personnes qui vont sur ce métier-là, c'est que le jour où ils sauront quelle matière ils veulent travailler, on trouvera le centre de formation dont ils ont besoin, on trouvera la formation dont ils ont besoin, et ça sera ensuite à eux de construire leur avenir sur ces bases-là, ce qui fait que pas un ébéniste ne ressemblera à un autre parce que chacun aura son parcours. Donc ça, c'est extrêmement important de bien penser à ça, et pour se préparer, dessinez, sortez dans les bars, mais pas que. Il y a plein d'occasions, d'expositions à aller voir. Et moi, je dis souvent aux céramistes, n'allez pas voir des expositions de céramique, allez voir des expositions de mode pour vous en mettre plein les yeux, pour voir des couleurs, pour voir des formes. Voilà, c'est ça qui est important de prendre en compte. Pour certains, si vous n'avez pas d'idée et que vous vous dites j'aimerais avoir une formation un peu générale, les écoles de beaux-arts, des écoles d'art, des études de design peuvent être des bons moyens de se préparer à devenir un jour professionnel des métiers d'art. Et effectivement, c'est important aussi de répondre à vos questions. C'est qu'est-ce qu'il y a comme emploi, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Alors on va être honnête, des emplois salariés, il y en a peu. En même temps, je dirais qu'il y en a pour ceux qui sont vraiment des fans absolus de la technique. Là, il peut y avoir de très beaux emplois pour des gens qui sont des fans absolus de la technique. Mais dans les métiers d'art, on est un peu... c'est black and white. C'est où on est bon, si on n'est pas bon, on est mauvais. Entre les deux, 10 sur 20, je connais pas. Voilà. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Si on n'est que sur la technique, il faut vraiment être excellent. Après, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'installent en tant qu'artisans. Alors, je ne vais pas vous peindre la vie en rose, c'est pas facile. Lucille est dans ce parcours-là aujourd'hui. Ça prend du temps. Il faut en moyenne 3 ans pour créer sa propre activité. Mais on a tous les ans des personnes issues des formations qui créent leur entreprise, qui prennent le temps de la créer, qui travaillent sur leur production, qui qui personnalisent leur production. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ces personnes-là, une fois qu'elles sont installées, si elles ont une clientèle, c'est parce qu'elles racontent une histoire et que cette histoire, elle plaît aux gens. Et c'est vraiment le côté qu'il faut travailler. Alors, Lucille peut peut-être nous dire quelle histoire elle raconte. Moi, je raconte l'histoire de notre région, en fait. Ce que j'ai découverte en même temps que j'ai découvert la technique. Et j'ai découvert la richesse de ce territoire au niveau de plein de métiers d'art différents, notamment celui de la broderie. Et j'ai découvert qu'on avait envoyé des sacs partout dans le monde entier entre 1850 et 1950. Et ça m'a fascinée de voir que dans nos petits villages à côté de ceux où j'ai grandi, j'avais cette richesse-là tout proche de moi. Et j'ai découvert les archives de l'entreprise Vuillaume, donc qui est la dernière entreprise... une des dernières entreprises de broderie perlée de la région, qui est ancienne de 1850. Et j'ai découvert ces dessins, toutes ces archives qui ont été témoins de plusieurs
courant artistique, art déco, art nouveau, école de Nancy, et pour moi qui avait suivi l'impact au niveau des beaux-arts, ça représentait un trésor énorme. Et j'ai voulu réinterpréter ces dessins et ces trésors-là dans une mode contemporaine, et l'incarner dans nos vies, dans tous les jours, dans la mode de tous les jours, pour pouvoir avoir quelque chose de témoin de ces époques-là, de cette époque-là. Voilà, alors après, on a des gens qui racontent des histoires dans le verre, on a des gens qui racontent des histoires dans plein de matériaux différents. Par exemple, avec les brodeuses, on est en train de travailler à l'idée, et Lucille fera partie du groupe qu'on va réunir autour de cette idée, à l'idée de faire une exposition avec des brodeuses venues de toute la France pour montrer ce que la broderie peut être, pour montrer qu'elle s'adapte bien sûr à la mode, mais pas que, et qu'on peut faire des sculptures en broderie, et montrer que les savoir-faire évoluent, qu'aujourd'hui un ébéniste c'est quelqu'un qui peut parfaitement faire des tableaux muraux en bois, il va pas forcément faire des meubles. C'est sûr qu'aujourd'hui ça rime à pas grand-chose de faire une armoire Lorraine de 2,60 m de haut quand les plafonds sont à 2,20 m. Si vous voulez, ça pose juste un petit problème de hauteur. Donc il faut réfléchir le mobilier nouveau, on n'a plus d'armoire, on a des placards, donc c'est plus la peine de faire d'armoire. Les commodes, il faut qu'elles fassent une taille adaptée au logement d'aujourd'hui. Tout le monde n'a pas la chance d'être dans un appartement comme on est aujourd'hui, où on a 3 mètres et quelques sous plafond. Et il faut aussi penser à la partie contemporaine de ces métiers. Et c'est là où votre capacité d'observation, votre volonté de vous démarquer, je crois que c'est important. Il ne s'agit pas de remuer votre ego, mais une des conditions de la réussite dans les métiers d'art, c'est de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut dire aux autres et de savoir être différent. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus fort ou meilleur qu'un autre, ça fait de vous quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et je crois que c'est une des conditions pour exercer dans ce secteur. Ça peut être fait en toute modestie. J'ai pas l'impression que Lucille, à côté de moi, manque de modestie. Je la côtoie depuis plusieurs années. Ça va, c'est raisonnable encore. Donc voilà, c'est pas la grosse tête, mais c'est important d'avoir cette volonté de marquer, de laisser des traces, de faire des objets. On a dit métier d'art, c'est un métier qui est proche de celui d'artiste. Il a cette particularité, c'est qu'il va demander un travail préparatoire qui est consacré à la technique. Et de ce point de vue-là, c'est important d'avoir le plus de technique possible pour qu'à aucun moment votre expression artistique ne soit gênée par un manque de technique, par l'incapacité à faire quelque chose. Et donc, consacrer du temps à cet apprentissage, c'est ce qu'a fait Lucille. Elle a passé 1 an à apprendre la broderie. Je peux témoigner que les premières choses qu'elle a faites n'étaient pas forcément très très belles. Mais parce qu'elles étaient aussi, c'était des exercices techniques simplement. Le souffleur de verre, il apprend à souffler dans un moule, et voilà, c'est pas forcément au départ. Il faut être bien accroché parce que c'est des exercices qui sont techniques, mais c'est la condition pour ensuite pouvoir travailler dans ces métiers. Je travaillais avec une brodeuse qui pose 1600 paillettes à l'heure. Au bout de 3 ans de broderie, je suis toujours à 300, 400 maximum. Voilà. Et ça fait 40 ans qu'elle brode. Voilà, puis je pense que là aussi, on a des personnes qui sont très techniciennes. L'objectif si on veut travailler dans un atelier de broderie, il faut effectivement être capable de poser au moins 1000-1200 paillettes à l'heure. Par contre, on peut très bien faire de la broderie en mettant de la valeur ajoutée dans son travail, et à ce moment-là, on est dans une façon d'exercer qui est que c'est pas la vitesse d'exécution qui va compter, c'est la qualité du produit qu'on va livrer, c'est la personnalité, c'est l'originalité de ce produit, et il ne nécessite pas absolument de transformer une après-midi de travail en un marathon impossible, quoi. Il n'y a pas que ça dans ces métiers, même si c'est vrai, il faut s'astreindre à une certaine rapidité de travail, ou tout du moins une certaine sûreté, et c'est aussi pour ça que souvent on dit qu'il faut 2-3 ans pour bien apprendre ces métiers. C'est en fait la répétition du geste qui fait qu'il va devenir facile, aisé, et bon, ça s'obtient pas du premier coup, c'est cette particularité-là. Ça implique une certaine modestie. On a régulièrement des personnes qui rentrent en formation après avoir fait ou occupé des postes très élevés, avoir fait des études supérieures à très haut niveau, se retrouver avec un ciseau à bois et devoir faire un assemblage à 90 degrés, c'est un très grand exercice de modestie, parce qu'à 89 degrés, il est faux.
Et voilà, 90, c'est 90. Ça se négocie pas, ça fait partie, ça c'est la partie du métier qui ne se négocie pas. Celle qui se négocie, c'est celle que vous apporterez. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur ces métiers. Je pense qu'on devait avoir des questions. Il n'y en a pas parce qu'on a tout dit, je pense. À moins que Lucille ait quelque chose à rajouter. Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses. On peut répondre aux questions sur la formation, on peut répondre aux questions sur la formation technique, la formation de concepteur-créateur ensuite. Oui, alors peut-être, oui, vous dire que dans la formation, on va dire qu'il y a deux grandes phases dans la formation, qu'elles soient en formation initiale ou en formation continue. Il y a une première phase, c'est celle qu'on j'ai appelée le CAP, c'est l'apprentissage de base des techniques. Et on va avoir ensuite un deuxième niveau, ce sera un brevet de métier d'art si on est en formation initiale, ce sera une formation de concepteur-créateur si on est en formation continue, où là, on va avoir, je dirais, une phase dans laquelle on va développer sa propre démarche de recherche, commencer à rentrer dans, non pas je veux devenir brodeur, mais quel brodeur je veux devenir. Donc là, c'est du travail de recherche et du travail d'application. Je dirais que ça, c'est déjà la deuxième année ou le deuxième cycle. Et puis, ça peut se poursuivre dans un troisième cycle quand on rentre dans des démarches beaucoup plus complexes. Et c'est ce qu'a fait Lucille, qui a fait ce parcours-là. Voilà. Et on a travaillé sur tous les aspects de la future entreprise, la future marque, et déjà à la base de ce que c'était que le métier que j'exerce. Et ça a pris presque un an de formation à être produit, en parallèle de la production technique de broderie. Et ça, c'était le plus intéressant pour moi. Voilà, là on sort du rêve de petite fille qui voudrait faire de la broderie pour les princesses. C'est une bonne idée de départ, il faut apprendre la broderie. Après, on découvre que les princesses, il y en a de moins en moins, et que les princesses, on n'a pas leur téléphone, donc il faut trouver comment les joindre, comment les contacter, il faut trouver les réseaux, comprendre comment fonctionnent les industries de la mode, se dire qu'on peut pas débarquer dans le défilé Vuitton comme ça, trouver les entrées, avoir un produit, défendre son produit. Donc tout ça, c'est un vrai travail. C'est du rêve pour une partie, mais la réalité vous rattrape quand même assez rapidement sur ce genre de projet. Donc il faut, clairement, il y a un point qui est essentiel dans ces métiers, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins, mais qu'il est important de savoir se ménager. Il faut avoir du temps, il faut savoir prendre du temps pour créer, pour définir ce qu'on est, et puis pour mettre en place son entreprise. Il y a quelque chose que je vais dire qui vous paraîtra peut-être un peu négatif, c'est que il y a une particularité dans les métiers d'art, c'est que tout ce que font les artisans d'art est totalement inutile. C'est-à-dire que vraiment, personne n'a besoin, au sens profond du besoin, d'acheter un objet métier d'art. Tout ce que les métiers d'art proposent, l'industrie nous le propose aussi, assez bien fait, dans un excellent rapport qualité-prix. Et le métier d'art, donc, il va apporter un supplément d'âme, c'est-à-dire que derrière le produit, il y aura une personne. Il n'y aura pas une industrie, il y aura une personne, il y aura un produit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé d'apprécier les produits de tous les artisans d'art. Eh bien, la particularité de ces métiers-là, c'est de savoir toucher les gens, savoir toucher le cœur des gens par la démarche, par l'esthétique de son produit, essayer de faire des choix. Un artisan d'art n'est pas quelqu'un qui va travailler pour tout le monde. Il va travailler pour une partie de la population. Toute la difficulté, ça va être pour lui de trouver comment contacter cette partie-là de la population. Un artisan d'art, il a cette particularité, c'est qu'il fait un produit et ensuite il se dit comment je vais toucher les personnes avec ce produit. Et il part de son produit pour construire la façon dont il va toucher les gens. Alors bien sûr, s'il fait une table, la table, il va éviter de la faire à 65 cm de haut parce qu'il faut qu'il fasse les chaises avec. Il va la faire à 82 cm ou à 30 cm suivant qu'il veut que ce soit une table haute ou basse. Mais personne ne le condamne à une forme de table, personne ne le condamne à un décor de table, personne ne le condamne à une table qui serait ronde ou rectangulaire, à lui d'imaginer peut-être quelque chose de différent, à lui d'imaginer quelque chose qui peut peut-être être évolutif. Voilà, c'est tout l'enjeu de ces métiers, c'est de se singulariser par ces productions. Et si vous avez vraiment envie d'être singulier, je crois que les métiers d'art sont faits pour vous. Vous aurez au moins appris une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous vous remercions et nous vous invitons à
allez sur le site métiersdart.grandest.fr sur lequel vous aurez les portraits de plus de 800 artisans et sur lequel vous aurez toutes les informations pour les prochaines journées européennes des métiers d'art. Merci, au Merci revoir à à tous, au tous. revoir.